La situation qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la suivante. On imagine une sphère parfaitement réfléchissante que l'on regarde, et ce qui nous intéresse, c'est de déterminer la direction que l'on voit dans l'environnement qui nous entoure lorsqu'on regarde une certaine direction, donc un certain point, sur cette sphère. Donc ici, j'ai mis un petit exemple d'image de ce qu'on voit dans une sphère parfaitement réfléchissante. Vous avez certainement déjà vu ce genre d'effet d'optique. Et si on va essayer de le modéliser par les mathématiques. Alors tout d'abord, on va imaginer qu'on se place à une certaine distance de la sphère, donc je vais représenter le centre ici, à une certaine distance qu'on appellera D, et notre œil se situe ici et on va regarder la sphère. Alors lorsqu'on regarde la sphère, la lumière que l'on voit nous parvient d'un certain point sur cette sphère. Donc par exemple ici, elle parvient de ce point-ci, et cette lumière, qui donc est un rayon lumineux, a été réfléchie par la sphère, et en réalité elle provient de cette direction-là par exemple. Et donc le rayon incident a été réfléchi par la sphère et est arrivé dans notre œil. Et ce qui va nous intéresser, c'est de déterminer, en fonction de cet angle ici, la direction de ce rayon de départ. Alors on va tout de suite écrire quelques notations. Ici, on va utiliser la normale au point d'impact. Donc ça, c'est simplement le rayon de la sphère à l'endroit où se situe l'impact du rayon lumineux. On va par convention définir que le rayon de la sphère vaut 1. Si le rayon de la sphère ne vaut pas 1, mais par exemple 2 mètres, eh bien simplement ça équivaudrait à multiplier la distance d par 2. Donc en fait, d, ici, c'est une grandeur qui est adimensionnelle. Ça veut dire que c'est simplement la distance qui nous sépare du centre de la sphère divisée par le rayon de la sphère. Ici, on va noter alpha, l'angle selon lequel on regarde la sphère. Et puis ce qui nous intéresse, c'est l'angle bêta. Donc si je trace une autre horizontale ici, c'est l'angle bêta qui se trouve ici, entre le rayon incident et l'horizontale. Alors ces angles, ce sont des angles orientés. En particulier, donc là ils sont tous les deux positifs, mais si on regardait vers le bas, alpha serait négatif, et donc bêta en conséquence serait également négatif, puisque le rayon lumineux serait parfaitement symétrique à la situation qui se trouve au-dessus, il proviendrait du bas. À partir d'ici, on peut prolonger la normale de la sphère ici. Donc quand je dis normale, ça veut dire la direction qui est perpendiculaire à la sphère. Donc ça c'est la tangente de la sphère, donc on voit que c'est perpendiculaire à la tangente au point d'impact. Et les lois de la réflexion nous imposent que l'angle qui sépare le rayon réfléchi de cette normale doit être le même que l'angle qui sépare le rayon incident de la normale. Donc ces deux angles qui sont égaux, on va les noter θ. À partir d'ici, on a tous les ingrédients qui vont nous permettre de résoudre le problème. Ce qui nous intéresse en particulier, c'est de déterminer bêta en fonction de alpha. Alors comment déterminer cet angle bêta? Une première observation qu'on peut faire, c'est que l'angle bêta ici, qui est entre l'horizontale et le rayon incident, c'est égal à peu près, on voit que c'est à peu près la même chose que 2 fois l'angle θ. À ceci près qu'il faut retirer ce petit angle ici pour obtenir bêta. Alors quelle est la valeur de ce petit angle? Eh bien, on voit qu'on a deux horizontales à l'intérieur desquelles passe une même droite ici, qui intersecte les deux horizontales. Ici, l'angle c'est alpha, et donc d'après de la géométrie niveau collège, cet angle vaut lui aussi alpha. Donc on peut écrire une première équation, c'est que bêta est égal à 2 fois θ moins l'angle alpha. Et ceci, c'est ce qui va nous permettre de résoudre la valeur de bêta, mais encore faut-il connaître la valeur de θ. Donc ce qui va nous intéresser dans la suite, c'est de déterminer cet angle θ. Alors ce qu'on peut faire, c'est voir qu'ici on a un triangle, ce triangle-ci, qui a deux côtés dont on connaît les longueurs, D et 1. On connaît également un angle de ce triangle, l'angle alpha. Alors ici, on voit qu'on pourrait utiliser des propriétés des triangles. On connaît par exemple la loi des cosinus, qu'on appelle aussi le théorème d'Al-Kashi, ou la loi des sinus. La loi des sinus, elle est un peu moins connue, mais elle nous dit simplement que la longueur d'un côté du triangle divisée par le sinus de l'angle qui est opposé à ce côté, c'est une constante du triangle, et donc si on prend un autre côté et qu'on divise par le sinus de l'angle qui lui est opposé, on obtiendra la même valeur. Et en particulier, dans cette situation, c'est cette loi qui va être très utile et nous permettre de résoudre le problème. Donc prenons cet angle par exemple. Alors cet angle, pour l'instant, on ne le connaît pas, donc on va l'appeler delta par exemple. Et ce qu'on peut écrire avec la loi des sinus,
c'est que le côté opposé D divisé par le sinus de l'angle, donc delta, doit être égal à l'autre côté, donc ici 1, divisé par le sinus de son angle opposé qui est alpha. Alors, alpha on le connaît, D on le connaît, mais delta on ne le connaît pas. Alors que vaut delta? Eh bien ici on va s'appuyer sur un peu de géométrie. On voit qu'on a ici une droite, la normale, et sur cette droite on peut décomposer l'angle plat ici en delta plus θ. On voit que si on ajoute delta et θ, on obtient un angle plat de 180 degrés, puisque ici ce trait est une droite. Donc on peut écrire que delta plus θ est égal à un angle plat de 180 degrés, c'est-à-dire est égal à pi. Et donc que delta est égal à pi moins θ. Alors le sinus de delta, ça va être donc le sinus de pi moins delta. Et là, par un peu de trigonométrie, on peut se convaincre que le sinus de pi moins un angle, c'est la même chose que le sinus de l'angle lui-même. Donc ça, c'est le sinus de θ. Alors pour le voir, vous pouvez tracer votre cercle trigonométrique. Et puis on voit ici que si je prends un angle θ, son sinus c'est cette ordonnée ici. Si je prends pi, donc pi c'est ici, et pi moins θ, je retranche θ, donc j'obtiens cet angle ici. Eh bien ce point a la même ordonnée que θ, d'où le fait que les sinus soient égaux. Donc ça c'est très utile puisque ici on comprend que le sinus de delta c'est simplement le sinus de θ. Et comme ce qui nous intéresse c'est de déterminer θ, eh bien on va pouvoir résoudre ici l'équation pour déterminer le sinus de θ et puis tout passer à l'arc sinus, c'est-à-dire la fonction réciproque du sinus pour obtenir la valeur de θ. Donc ici quand on résout, on peut inverser les deux côtés, on obtient sinus de θ sur d est égal au sinus de alpha. On multiplie par d des deux côtés, on obtient sinus de θ est égal à d fois le sinus de alpha. Et on résout en passant à l'arc sinus des deux côtés, et on obtient que θ est égal à l'arc sinus de d fois le sinus de alpha. Alors ici, il faut faire attention parce que l'arc sinus, c'est une fonction qui ne nous donne pas nécessairement la valeur que l'on cherche. Vous voyez ici qu'on a deux points différents sur le cercle trigonométrique, et donc deux angles qui sont différents, mais qui ont un même sinus. Et donc à partir de la valeur du sinus, on ne peut pas déterminer s'il s'agit de l'un ou de l'autre. Mais ce qu'on sait ici, c'est que notre angle alpha, il est limité. On ne peut pas dépasser un angle alpha de plus de pi sur 2, puisqu'on ne va pas regarder derrière nous du fait qu'on regarde la sphère qui est devant nous. Et pareil, l'angle alpha est forcément plus grand que moins pi sur 2. Donc en particulier, les points qui auraient un même sinus qu'un autre point ici, eh bien, on n'y a pas accès. Donc le sinus de alpha détermine en réalité parfaitement la valeur de alpha. Ceci nous permet d'écrire que θ vaut effectivement l'arc sinus de d fois sin alpha. Et en remplaçant ici dans cette équation, on obtient finalement que bêta est égal à 2 fois l'arc sinus de d sin alpha moins alpha. Ceci, c'est l'équation finale, l'expression finale qui nous donne l'angle du rayon incident par rapport à l'angle de vue selon lequel on perçoit le rayon réfléchi. Alors on pourrait faire une dernière petite approximation pour essayer de simplifier un peu cette expression. Et en particulier, on pourrait imaginer qu'on se situe très loin de la sphère. Donc que d est beaucoup plus grand que 1. Dans cette situation, si on a d qui est très grand devant 1, eh bien on voit que cette chose ici à l'intérieur va être très grande, sauf si le sinus de alpha est très petit. Or, l'arc sinus, ici, ne prend des valeurs qu'entre moins 1 et 1. Donc ceci doit être borné. Ça veut dire que si d est très grand, sinus de alpha doit forcément être très petit. Et si sinus de alpha est très petit, en valeur absolue, eh bien ça nous impose que alpha doit lui aussi être très petit. Par exemple, par rapport à pi. Donc en fait, c'est assez logique. Si on se place très loin de la sphère, l'angle à travers lequel on voit la sphère eh bien, est très petit. Et à l'inverse, si on se plaçait très près de la sphère, on pourrait regarder avec un angle beaucoup plus obtus. Donc dans cette situation, alpha est très petit, et donc on peut négliger cette soustraction ici. De plus, le sinus de alpha est très petit, et en particulier, le sinus de alpha est très proche de alpha lui-même. Cette approximation, elle est assez connue. Ça vient tout simplement du fait que le graphe de la fonction sinus
lorsqu'on est proche de 0, c'est à peu près la droite y égale x. Et donc ceci devient à peu près d alpha. Et donc bêta, dans l'approximation où on est très loin de la sphère, c'est à peu près égal à 2 fois l'arc sinus de d fois alpha. Pour finir, on peut essayer de tracer cette fonction. Alors, l'arc sinus, c'est une fonction qui est symétrique à la fonction sinus. Donc ici, on a la fonction sinus, donc la fonction arc sinus, ce serait un graphe de cette forme-là. Sauf que comme c'est une fonction, elle ne peut pas revenir sur ses pas, donc elle s'arrête ici et ici, en moins pi sur 2 et en plus pi sur 2, lorsque le sinus atteint son maximum et son minimum. Et ici, comme on a 2 fois l'arc sinus, eh bien on obtient une fonction qui fait 2 fois cette forme-là, et donc qui atteint son maximum en pi, et son minimum en moins pi. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit simplement que lorsqu'on regarde tout en haut de la sphère, eh bien, en regardant de très loin, on observe derrière la sphère avec un angle plat d'à peu près pi. Et si on regarde tout en bas de la sphère, on obtient la même chose, un angle plat, mais cette fois-ci dans l'autre sens de moins pi. Donc en fait, c'est pour cette raison qu'ici, si vous regardez très proche du haut de la sphère, eh bien vous voyez en fait ce qui se trouve presque derrière la sphère. Et de la même façon, ici, vous voyez à peu près ce qui se trouve derrière la sphère. Pour cette raison, ces sphères réfléchissantes sont utilisées au cinéma, puisque en prenant une simple photo d'une telle sphère à une distance suffisamment lointaine, on peut observer un panorama à 360 degrés de tout l'environnement. Et c'est très utile en 3D par exemple, pour projeter la lumière d'un environnement sur des modèles 3D.